Parti. Bon, je reviens un peu sur le départ, je fais un petit résumé. Alors, je disais, ce chapitre aborde ce qu'on appelle les algorithmes de répartition d'itération. Donc, voilà, je disais que donc, ces algorithmes sont essentiels quand on aborde le calcul parallèle, le traitement parallèle. Donc, c'est essentiel, fondamental de comprendre le fonctionnement de ces algorithmes de répartition parce que ces algorithmes détermineront l'efficacité de votre programme parallèle. Donc, le premier algorithme, c'est ce qu'on appelle le static scheduling. Donc, le static scheduling, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le nombre d'itérations de boucle du programme par le nombre de processeurs qui seraient disponibles, aussi uniformément. Donc, le terme ici est essentiel. Aussi uniformément que possible. D'accord? Ça veut dire que dans la mesure du possible, faire en sorte que les charges ou bien les partitions soient, autant que faire se peut, les égales. Autrement dit, à chaque processeur ou thread est assigné exactement le même nombre d'itérations. Cet algorithme minimise le coût de synchronisation, mais n'équilibre pas dynamiquement la charge. Donc, je dis le coût de synchronisation. Donc, ça veut dire que si je prends un exemple, voilà, donc je confie à deux étudiants, Mariama et Mamdiara, le calcul de 1 à 8. D'accord, la somme des 8 premiers entiers. Donc, par exemple, moi, je décide que dans cette configuration, moi, je fais les partitions, moi, professeur, donc je me trouve dans une salle qui est la salle numéro 3. Donc, Mariama se trouve dans la salle numéro 1 et Mamdiara se trouve dans la salle numéro 2. D'accord? Maintenant, Mamdiara et Mariama doivent se déplacer au niveau de la salle du professeur donc pour récupérer leur partition. Maintenant, le fait que les deux se déplacent, ils font un effort. Et le fait de venir récupérer, ça, on peut l'appeler un coût de synchronisation. Maintenant, dans la manière de récupérer, il y a un certain ordre qui est préétabli. Donc, on va dire que au niveau de la classe du prof, la classe est fermée à clé. Donc, quand le prof donne le signal, les deux vont sortir de la classe et vont se retrouver au niveau du couloir, donc au niveau de la porte du professeur. Mais il y a une stratégie qui est définie pour que l'une ou l'autre rentre dans la salle du prof. Donc, on dit que si c'est une stratégie FIFO, par exemple, on dit qu'on choisit la première ou le premier qui est arrivé. Donc, si Mariama se trouve que Mariama arrive en premier, donc Mariama sera choisi. Il va entrer dans la salle et récupérer sa partition. Ici, sa partition, c'est de 1 à 4. D'accord? Donc, Mariama récupère la partition et ressort. Donc, une fois qu'elle sort, l'autre, Mamdiara, entre, récupère la partition qui reste, qui est 4 à 8. Ensuite sort. Maintenant, chacun va retourner au niveau de sa classe pour faire le calcul. Donc, si les deux terminent, donc, ils vont retourner le résultat. Chacun va retourner son résultat au professeur. Maintenant, à charge au professeur de faire le cumul, ou bien voilà, la fusion ou le résultat final, le calcul final. D'accord? Voilà. Maintenant, là, vous voyez que pourquoi on dit minimise le coût? Parce que chacune d'entre elles ne se déplace qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas beaucoup de déplacements. On peut se trouver dans des configurations où il y a plusieurs partitions dans la salle du professeur. Maintenant, chacun va venir prendre une partition, retourner dans sa salle, faire le calcul, retourner le résultat, revenir, reprendre une autre partition. Vous voyez, faire beaucoup d'allers et retours. Maintenant, ces allers et retours ont des coûts. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici, dans cette configuration, on dit que le coût de synchronisation est minime. Maintenant, en revanche, cela n'équilibre pas forcément dynamiquement la charge. Si les deux ont la même vitesse d'exécution, il n'y a pas de souci. Si Mariama calcule plus rapidement que Mamdiara, pourtant, ont la même vitesse de calcul, il n'y a pas de souci. Donc, certainement, si les deux ont exactement la même charge, certainement, elles vont terminer en même temps. D'accord? Mais si, par exemple, Mariama calcule 2 fois plus vite que Mamdiara, et on leur affecte chacune la même charge de travail,
certainement Mariama va terminer la première. Donc si Mariama le fait en 1 seconde, l'autre va le faire en 2 secondes. Maintenant, laquelle des deux détermine le temps d'exécution parallèle? Généralement, c'est celle ou bien celui qui termine en dernier. Donc, puisque l'autre termine en dernier, donc on dit que la durée d'exécution de la tâche parallèle, c'est en 2 secondes dans l'exemple, parce que l'autre a terminé en première. D'accord? Maintenant, si dans la manière d'affecter la partition, on prenait en compte la vitesse d'exécution des deux, donc certainement, on n'affecterait pas à chacune d'elles la même charge. D'accord? On affecterait en fonction de la vitesse de l'un ou de l'autre. Mais cet algorithme, ce qu'il fait, l'algorithme ne se préoccupe pas de la vitesse d'exécution. Donc, dans le cas du processeur, l'algorithme ne se préoccupe pas de la vitesse d'exécution du processeur. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est qu'il fait une partition égale, il donne à chacun. Chacun va exécuter. Voilà. Donc, cela veut dire que cet algorithme a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, il vous appartient, vous, de voir dans quel contexte, bien dans quelle configuration vous allez utiliser cette imprimante. Autant pour moi, cet algorithme. Okay? Alors, ça, c'était le static scheduling. Maintenant, pour le self-scheduling, donc on dit que dans cet algorithme dynamique, donc c'est bien important dynamique, chaque processeur ou saisit une portion d'itération équivalente à K itérations. Donc là aussi c'est important. D'accord? Les exécute, puis en choisit 4 autres jusqu'à exécution complète du programme. Et on vous dit que les performances de cet algorithme dépendent du choix de la valeur de K. Du choix de la valeur. Donc ça veut dire que K ici, c'est un paramètre essentiel, fondamental. Et on vous dit, si K est très petit, par exemple, si K égale à 1, l'équilibrage de charge est assuré, mais le coût de synchronisation croît. Vous voyez? Et si K est très grand, cet algorithme se rapproche du static scheduling. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure pour être plus pratique. Alors, dans l'exemple précédent, j'ai pris l'algorithme de static scheduling. Je prends l'algorithme de self-scheduling. Donc, je dis que moi, bon, cette fois-ci, je vais calculer de 1 à, on va dire de 1 à 16. Je calcule de 1 à 16. Maintenant, je décide, je choisis 2 étudiantes, Mariam et, comment on appelle, Mamdiara. Donc, la configuration est que les partitions se trouvent dans le bureau dans la salle du professeur. Maintenant, Mariam et l'autre Mamdiara, chacune se trouve dans sa propre salle. Maintenant, quand je donne le signal, dans la configuration du static scheduling, puisque je compte de 1 à 16, je divise par 2, ça me donne 8. Donc, l'une va prendre de 1 à 8, l'autre de 9 à 16. Mais dans la configuration du self-scheduling, je ne fais pas ça. Je dis que moi, je vais faire des partitions contenant 2 nombres. Je vais découper. Donc, au lieu d'avoir de 1 à 8, ensuite de 9 à 16, j'ai de 1 à 2, ensuite de 3 à 4, ensuite de 5 à 6. J'ai de petites partitions, hein, mais chaque partition a K itérations. Ici, mon K, c'est égal à 2. Donc, dans ce cas, j'ai une partition 1 qui contient les nombres 1, 2. L'autre partition qui contient, la deuxième partition qui contient 3, 4. La troisième partition qui contient 5 à 6, etc. Jusqu'à la dernière partition qui contient 15 à 16. Donc ici, j'ai 8 partitions. Très bien. Là, je donne le signal. Mariama et Mamdiara quittent leur salle et viennent devant le bureau du prof. Mais comme j'ai dit, le prof ne va pas les autoriser toutes les deux à rentrer en même temps dans la salle. Il y a un certain ordre, c'est ce qu'on appelle la synchronisation, un certain ordre qui est prédéfini. Maintenant, on dit que dans la configuration, c'est first in, first out. Bah, excusez-moi, je prends mon deuxième tasse là. Je coupe mon micro.
Merci Diop. Jaajëf. Ok. Ok, très bien. Alors, je disais, alors, Mariama et, comment on appelle, et Mam Diara sont dans la file d'attente, ce qu'on appelle une file d'attente. Maintenant, vous savez, dans les files d'attente, il y a plusieurs stratégies. Il y a ce qu'on appelle le first in, first out, last in, first out, ou bien un choix arbitraire. Si on considère qu'on va adopter ce qu'on appelle le first in, first out. Donc, Mariam, supposons, arrive en première. Mam Diara aussi pouvait arriver en première, peu importe. Donc, le prof dit que Mariam entre, Mariam rentre, va prendre la partition 1 qui contient la valeur 1 et 2. Ensuite, elle sort de la salle avec sa partition, retourne dans sa salle. Maintenant, entre-temps, Mam Diara va rentrer dans la salle, prendre la deuxième partition qui est de 3 à 4. D'accord? Ensuite, elle aussi a son tour de sortir de la salle, retourner, comment on appelle, à sa salle, faire le calcul. Donc, ça veut dire que tous les deux ont fait le premier aller et retour. Donc, si elle termine, donc ils ont terminé le premier partition, ils vont revenir, refaire la queue. Donc, toujours la stratégie first in, first out. Donc, celle qui revient en premier va recevoir l'ordre de rentrer dans la salle du prof, récupérer la troisième partition, qui est de 5 à 6. Ensuite, ressortir, retourner à sa salle, faire le calcul. Mais entre-temps, après, il va garder, pour chaque partition, il va garder le résultat. Ou bien, elle va m'envoyer, moi, professeur, le résultat. Moi, je garde le résultat quelque part. À la fin, j'ai fait la somme de tous les résultats. Donc là, Mam Diara arrive en deuxième, elle rentre dans la salle, récupère sa deuxième partition. Donc ça veut dire que la partition 1, 2, 3, 4 sont récupérées. Mais chacun va faire 2 allers-retours. S'ils ont fini, elles vont faire un troisième aller-retour. Donc c'est comme ça qu'elles vont fonctionner jusqu'à ce qu'elles épuisent toutes les partitions. Donc vous voyez, dans cette configuration, il y a beaucoup d'allers-retours. Contrairement à la première configuration, où il y avait juste un seul aller-retour. Donc les allers-retours, on peut considérer que c'est des coûts de synchronisation. Et ça, c'est comptabilisé. Le fait qu'ils se déplacent, c'est comptabilisé dans le temps d'exécution. On comptabilise. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est dès qu'ils ont terminé. Mais avant qu'ils terminent, ils font l'effort d'aller venir récupérer, voilà, les allers-retours. Donc ça a des coûts de synchronisation. Très bien. Maintenant, l'inconvénient, ici, c'est dire que l'inconvénient, c'est que le coût de synchronisation croît, augmente. Alors là, vous voyez bien que les deux vont beaucoup d'aller-retour. Donc c'est un coût. Mais l'avantage dans cette situation, c'est lorsque les deux ont la même vitesse d'exécution, bon, on ne voit pas trop l'avantage. Mais si, supposons que Mariama va beaucoup plus vite que Mam Diara dans cette configuration-là, est-ce que les deux vont exécuter exactement le même nombre de partitions? Je vous pose la question. Est-ce que les deux vont exécuter exactement la même partition? Le même nombre de partitions, je dis. Tout en sachant qu'une partition contient K itérations. K, c'est ici. Dans l'exemple, c'est 2 itérations. Donc, certainement, non. Je donne l'exemple. Par exemple, supposons que Mariama va 2 fois plus vite que Mam Diara. Donc, quand on donne le signal de départ top, les deux, ils arrivent au niveau du bureau du prof. En tout cas, devant la porte, là, il n'y a pas de souci. Donc, Mariam arrive, tac. Bon, le fait de récupérer, ça va aller vite. Hein? Récupère sa partition 1. Va faire le calcul. Presque automatiquement, Mam Diara entre, récupère sa partition et va au niveau de sa salle pour faire le calcul. Mais comme Mariam va plus vite, donc Mariam, par exemple, va faire en 1 seconde. L'autre va faire en 2 secondes. Donc, en 1 seconde, Mariam a terminé, revient au niveau devant le bureau du prof. Mais pendant ce temps, puisqu'elle a fait 1 seconde, l'autre n'a pas encore terminé. L'autre est juste à la moitié. Parce qu'elle va 2 fois moins rapidement. Quoi. Donc, elle va le faire en 2 secondes, l'autre. Donc, pendant que l'autre termine, Mariam a dû terminer sa première partition, retourner chez le bureau du prof,
récupérer sa deuxième partition, retourner dans sa salle, faire le calcul. Donc, pendant que Mariam entame sa deuxième partition, Mame Diarra n'a pas encore terminé sa première partition. Donc, lorsque Mariam arrive à la mi-chemin de sa deuxième partition, c'est là que Mame Diarra va terminer sa partition et revient à son tour, elle aussi, taper devant chez le prof pour récupérer sa deuxième partition. Donc, lorsqu'elle récupère sa deuxième partition, au moment que Mame Diarra entame sa deuxième, bien, la moitié de sa deuxième partition, Mariama a terminé sa deuxième partition, revient chez le prof, récupère la partition. Donc, à ce rythme-là, on verra que Mariama va récupérer beaucoup plus de partitions que Mame Diarra. Et heureusement d'ailleurs, puisque ça permettra d'équilibrer les charges et d'avoir un temps d'exécution parallèle qui est bon. Parce que sinon, si on n'avait pas fait ça, on dit que bon, chacun va prendre la même partition, étant donné qu'on va se trouver dans le cas de static scheduling où les vitesses d'exécution ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, on n'équilibre pas les charges. Donc, on voit ici dans cette configuration, certes, le coût de synchronisation croît parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, mais la charge est équilibrée. Voilà, c'est ce qu'on veut dire ici, quoi. Mais le coût de synchronisation croît. Maintenant, tout dépend de la valeur de K. Dans la configuration où K égale à 2, ça veut dire que K est relativement petit. Mais si on prend la configuration où K égale à 4, si K égale à 4 ou bien K égale à 8, parce que je le fais de 1 à 16, je prends K égale à 8. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que 2 partitions. Et là, on se retrouve dans la situation de static scheduling. Parce qu'il n'y a que 2 partitions. Maintenant, peu importe si l'un ou bien l'une va plus rapidement que l'autre. Parce que de toute façon, ces deux, elles vont se présenter. Chacun va prendre sa partition et retourner. Peu importe si Mariama ou Mame Diarra va beaucoup plus vite. Donc, si Mame Diarra va 4 fois plus vite, 4 fois plus vite. Donc, Mame Diarra va terminer en 1 seconde et ne va rien faire. Pendant ça, l'autre va prendre 4 secondes pour terminer sa partition. Et c'est ces 4 secondes-là qui vont déterminer le temps d'exécution parallèle. Donc là, vous voyez, hein, ici, le choix de K est fondamental. Et c'est ce choix-là qui va déterminer la performance du programme parallèle. D'accord? Donc, en tout cas, pour l'algorithme du self-scheduling. Donc là, vous voyez la différence donc, entre le statique et le self. Maintenant, pour le self, le choix de K est important. Si K est très petit, vous voyez, si K est très petit, il y a beaucoup d'allers-retours. Parce que c'est des partitions de petite taille. Mais il y en a beaucoup. Donc, ils vont aller revenir. Ça a un coût. D'accord? Mais si les vitesses sont disparates, sont différentes quand même, ça vaut le coup. Parce que sinon, si on se dit que les charges sont équitables, les deux ont les mêmes des vitesses de traitement différentes, là aussi, il y a un problème. Donc, il y a un compromis à trouver dans cet algorithme, un choix à faire. Donc, ça, c'est le self-scheduling. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet algorithme. Bon, il n'y en a pas, on poursuit. Donc, on aborde le troisième algorithme qui est le guide self-scheduling. Donc, le guide self-scheduling, cet algorithme dynamique alloue une grande portion d'itération au début. Vous voyez, les mots ont leur sens. Au début de l'exécution pour réduire le coût. Donc, encore coût de synchronisation qui revient. D'accord? Le coût de synchronisation. Et au fur et à mesure, alloue des portions de plus en plus petites pour équilibrer la charge. Vous voyez, coût de synchronisation, équilibrer les charges. Ces deux notions vont de pair. Coût de synchronisation, équilibrer les charges. À chaque fois, il faut essayer de trouver un compromis. Et on dit à chaque processeur est alloué 1 sur P, des itérations restantes, où P est le nombre de processeurs. OK? Cet algorithme est un compromis entre le static scheduling et le self-scheduling. Donc, cet algorithme, c'est un juste milieu entre les deux premiers algorithmes, le statique et le self. Donc, là, le guide self-scheduling, c'est un compromis entre les deux. Donc, parce que l'idée ici, c'est le coût de synchronisation
et l'équilibrage des charges. Comment trouver un juste milieu? Cet algorithme choisit le juste milieu entre le coût de synchronisation et l'équilibrage des charges. Maintenant, comment est-ce qu'il fonctionne cet algorithme? Je prends l'exemple de Mame Diarra et comment on appelle Mariama. Alors, je dis, moi, je veux faire la somme de 1 à 32. Je vais faire la somme de 1 à 32. Donc, maintenant, ça, je le confie à Mariama et à Mame Diarra. Donc, la configuration reste la même dans les dispositions. Donc, chacune se trouve dans sa salle. C'est là que la salle, c'est le processeur. Hein? C'est l'unité de calcul. Là, vous faites votre calcul. D'accord? Donc, le professeur se trouve dans sa salle. Donc, les partitions se trouvent dans le bureau du prof. Mais les deux doivent se déplacer pour venir récupérer leur partition. Mais ici, dans cet argument, on dit qu'au départ, on a une grande portion d'itération. Donc, au départ, on dit, je prends 32 que je divise par 2. Je prends 32 que je divise par 2, ça me donne 16. Avec la partition 1 aura 16 éléments. Donc, je divise le nombre d'itérations par le nombre de processeurs. Ici, le nombre de processeurs, c'est Mame Diarra et Mariam, ils sont 2. Je fais 32 divisé par 2, ça me fait 16. D'accord? Ça veut dire que la première partition là, celle qui va venir prendre, va récupérer les 16. Après, il va rester 16 autres. OK? Maintenant, le reste aussi, on va prendre le reste qu'on va diviser par. On prend 32 moins 16, qui est 16. Qu'on va diviser encore par 2. Vous voyez? 1 sur P. À chaque procédé alloué, 1 sur P. Des itérations restantes. Donc le P, ici, c'est 2. Donc je vais prendre la deuxième partition, ce sera 16 divisé par 2, c'est 8. Donc ça veut dire que j'ai alloué la première partition 16 éléments, la deuxième partition 8 éléments. Ça me fait 24. Le reste c'est combien? 32 moins 24 égale 8. Je prends 8 que je divise par 2. Ça me fait 4. D'accord? Donc j'aurai 16 plus 8 plus 4. 16 plus 8, ça me fait 24. Plus 8, ça me fait 16 plus 28. 28, très bien. Après, je prends 32 moins 28 que je divise par 2. 32 moins 28, c'est 4 divisé par 2. 2. Vous voyez que ici, les partitions ne sont pas égales. À la différence des deux autres algorithmes. Les deux autres algorithmes, les partitions ont les mêmes nombres. Ici, les partitions, les tailles des partitions sont différentes. Et là, ça va de la plus grande partition à la plus petite partition. Maintenant, cet algorithme est intéressant dans le sens où les processeurs ont des vitesses d'exécution qui sont différentes. Par exemple, si on dit que Mariama va deux fois plus vite que Mame Diarra. Donc, Mariama va venir récupérer la plus grosse partition au départ, qui est 16. D'accord? Mame Diarra va récupérer la partition qui a 8 nombres. Donc, si vous voyez, comme Mariama va 2 fois plus vite, Mariama et Mame Diarra vont faire le même temps d'exécution, parce que Mariama va deux fois beaucoup plus vite, sa charge c'est 16 nombres. L'autre va 2 fois moins vite, sa charge c'est 8. Donc, ils vont finir en même temps. Là, vous voyez, on équilibre. Non seulement on a équilibré, mais on a réduit les déplacements. Ici, on a juste 4 déplacements, parce que j'ai 4 ou 5 partitions. D'accord? Voilà. Non seulement on a équilibré les charges, mais on réduit les déplacements. Ici, il y a moins de déplacements. En tout cas, comparé à l'algorithme du self-scaling, on avait dit que le cas était petit. Vous voyez, dans cette configuration, il y avait beaucoup d'allers-retours. Ici, il y a moins d'allers-retours. En tout cas, moins d'allers-retours pour le guide self-scaling comparé au self-scaling. Mais plus d'allers-retours comparé au statique, donc scaling. C'est la raison pour laquelle on a dit que cet algorithme, c'est un compromis entre les deux. Maintenant, cet algorithme aussi, quand vous avez des processeurs qui ont les mêmes vitesses d'exécution, ce n'est pas intéressant d'utiliser cet algorithme. Par exemple, quand Mariama et l'autre ont la même vitesse d'exécution, ce n'est pas intéressant d'utiliser cet algorithme.
Mais si les deux ont deux vitesses d'algorithme, c'est intéressant. Donc, vous voyez que suivant l'un ou l'autre, c'est en fonction du contexte, de la situation, du type d'algorithme et de votre configuration parallèle. En tout cas, de l'architecture parallèle dont vous disposez. Maintenant, c'est en fonction de ça qu'on peut utiliser l'un ou l'autre algorithme. D'accord. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à cet algorithme. Oui. Oui. Uh-huh. La guided was it review? Oui. Uh-huh. Pour la, oui. Oui, c'est vrai qu'ici, dans cette configuration, il faut faire très attention parce que si on le fait, on risque de fausser. Non, c'est bien, tu as posé une bonne question. Donc, je répète, la question, c'est qu'elle pose la question de savoir, dans la configuration du guided self-scaling, est-ce qu'on va adopter la politique de first in, first out? Étant donné que dans ce type d'algorithme, on doit faire une discrimination, en ce sens que celui qui va plus vite doit récupérer les plus grosses partitions. Voilà. Et maintenant, si on se met à faire appliquer la politique du first in, first out, admettons que Mariama, par exemple, va plus vite que Mamdiara et que Mamdiara se présente en premier. Maintenant, si Mamdiara se présente en premier, on ne doit pas lui affecter la plus grosse, parce qu'elle va beaucoup moins vite. On ne va pas lui affecter la plus grosse part. Si on le fait, ça va être plus compliqué. Donc, on va faire en sorte que, comment on appelle, Mariama soit élu. Parce que c'est Mariam va plus vite, quoi. Soit élu en premier et rentre dans la salle, prend la première partition, la plus grosse. Ensuite, l'autre rentre, prend la deuxième partition. Ou bien, on fait en sorte que même si Mariam ou bien Mamdiara entre en première, étant donné que Mamdiara va moins rapidement que Mariam, Mamdiara ne va pas prendre la première portion parce que c'est plus grand. Il va prendre la deuxième. Pour faire en sorte que celle qui est plus rapide prenne la première qui est la plus grosse. Voilà. Donc ça, il y a peut-être une influence à faire. Vous avez compris? Oui. Bon, ça, on peut voir. Ça, on peut voir. Parce que là, avant de le faire, il faut soit vous paramétrer. Bon, en tout cas, quand c'est au sein d'un seul ordinateur, il n'y a pas de souci. Parce que généralement, dans vos ordinateurs, les processeurs ont exactement les mêmes vitesses. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsqu'on a des machines interconnectées. Par exemple, toi, on interconnecte ta machine à celle de Mariama. Certainement, ta machine n'a pas la même vitesse que celle de Mariama. Donc, soit toi, tu as des processeurs plus rapides, et soit tu as beaucoup plus de processeurs que Mariama. Donc, ça veut dire que toi, tu vas beaucoup plus vite. D'accord? Maintenant, dans le choix de l'algorithme, on va identifier les différents ordinateurs. On peut numéroter les ordinateurs. D'accord? Maintenant, on dit que l'ordinateur qui s'appelle Mariama, lorsqu'il vient, parce que là, on est dans le réseau, on est en mode distribué. Lorsqu'il va venir dans l'ordinateur du professeur, qui est le master, d'accord? C'est comme les salles, quoi. Ils viennent se présentent au niveau de l'ordinateur du professeur. Donc, le professeur va identifier qui se présente. Donc, il sait qu'il se présente avec un indice. C'est un indice de performance. Donc, on saura que lui, son indice fait en sorte qu'il est plus puissant que l'autre. Donc, le professeur va faire en sorte, ou bien l'algorithme va faire en sorte de t'affecter la tâche qui est la plus grande. Ça, c'est une influence qu'il faut faire au niveau du code. Parce que si on ne le fait pas, le choix se portera sur le premier arrivé, il va prendre de manière séquentielle, affecté, alors que ça, c'est pas bon. Là, il doit faire un choix qui est orienté en fonction de la vitesse d'exécution. Je ne sais pas si vous saisissez.
De toute façon, après, on a l'occasion dans les cas pratiques de le voir, quoi. Surtout quand on fait du distribué entre les PC là dans le réseau où ils n'ont pas les mêmes vitesses d'exécution. C'est là que cet algorithme devient très intéressant. Mais tant que c'est au sein de... Si on le fait, bon, on peut ne pas gagner forcément parce qu'ils ont les mêmes vitesses. Bon. Est-ce que c'est bon? Très bien. OK. Alors, ici, ce tableau sur ce slide, on fait une... Bon, tout à l'heure, il y a les deux termes là, synchronisation ou bien coût de synchronisation et équilibrage des charges qui revenaient systématiquement. D'accord. Et là, ce tableau nous dresse une comparaison des trois algorithmes. D'accord. Donc, pour voir en termes de synchronisation, évaluer le coût et en termes d'équilibrage dynamique des charges. Pour le static scheduling, on avait dit que la synchronisation est minimale. Parce que dans l'exemple que j'ai donné, Mariam fait juste un seul aller-retour. Parce qu'il y a juste deux parts. Mariam récupère sa part, Mamdiar récupère sa part. Il y a juste un seul aller-retour. Donc là, le coût de synchronisation est effectivement minimal. D'accord? En revanche, l'équilibrage de charge n'est pas garanti. Dans la configuration où les deux n'ont pas la même vitesse d'exécution. Mais si les deux ont la même vitesse d'exécution, cet algorithme est bon. Vous pouvez choisir cet algorithme. D'accord? Voilà. Parce qu'ils ont la même charge de travail, ils ont la même vitesse. Donc, dans cette configuration, choisissez cet algorithme. D'accord? Mais si les vitesses sont différentes, on est dans le réseau. Si on est dans le réseau, les deux machines ne vont pas à la même allure, à la même vitesse. Il ne faut pas choisir cet algorithme. Alors, pour le self-scheduling, il y a deux situations qui peuvent se poser. Soit on porte un choix sur un cas très petit, donc cas c'est le nombre d'itérations dans la partition, ou bien on porte notre choix sur un cas très grand. D'accord? Mais dans l'un ou l'autre, il y a des conséquences. Par exemple, lorsque le cas est très petit, donc dans l'exemple que j'ai donné, donc quand Mariama et l'autre se présentaient pour récupérer des partitions de petite taille, il y en avait beaucoup, mais chaque partition était de petite taille. Les deux se rendaient compte qu'ils faisaient beaucoup d'allers-retours. Donc ça veut dire que dans cette configuration, le coût de synchronisation est élevé. Mais si les deux ont des vitesses différentes, on se rend compte quand même que ça équilibre la charge. Puisque celui qui est plus rapide, ou bien celle qui est plus rapide, aura beaucoup plus de partitions. Parce qu'il est plus rapide. Il va beaucoup plus vite. Donc plus on exécute des partitions. D'accord? Donc dans la configuration où on a des machines qui ont des vitesses disparates, donc on peut considérer que cet algorithme peut être choisi. Mais le problème, c'est que si on se trouve dans un réseau, par exemple, et on sait que si c'est dans une machine, bon, la synchronisation, il y a certes des coûts de synchronisation, mais ça reste dans la configuration d'une machine. Donc entre le processeur, la mémoire, etc. Mais si c'est un réseau, là on sort de notre machine, on traverse le réseau. Donc il est plus coûteux de faire des allers-retours dans un réseau. Parce que là, vous sortez de votre ordinateur, vous passez par la carte, vous passez par le câble, vous allez dans l'autre ordinateur, ensuite vous retournez. Donc là, dans le réseau, il y a plus de coûts. Donc il faut voir en fonction de l'environnement dont on dispose. Maintenant, si K est très grand, donc plus K est grand, moins on a de nombre de partitions. Je dis, taille de partition, il y a une corrélation entre taille et nombre de partitions. Donc plus ma partition a de grande taille, plus moins j'ai des partitions. Plus j'ai des partitions de petite taille, plus j'ai un grand nombre de partitions. Okay? Maintenant, K est très grand, ça veut dire que moi je divise ma partition en de grosses partitions. Donc j'en ai moins en termes de nombre. Donc dans ce cas, on se rendra compte que la synchronisation est minimale parce qu'il y a moins d'allers-retours. Mais dans la configuration où, comment on appelle, les processeurs n'ont pas les mêmes vitesses, on se rend compte que les charges ne sont pas dynamiquement équilibrées. Et on avait dit que K était grand, cet algorithme-là avec K très grand se rapproche de cet algorithme. D'accord? Vous voyez, minimal non, minimal non. Enfin, le dernier qui est le guide self-scheduling, donc qui se trouve être un compromis entre les deux. Donc vous avez un GMI moyenne parce que, bon, on ne peut pas dire que c'est minimal ou élevé. En tout cas, ça a tendance à faire moins de partitions que lorsqu'on est dans le self-scheduling, avec des cas très petits. Bon, mais légèrement plus de synchronisation lorsqu'on est dans le statique. Donc,
C'est un équilibre à trouver. Donc, pareil pour l'équilibrage des charges aussi. Bon, c'est entre les deux, hein. D'accord? Tout dépend du choix de cas et voilà, de l'environnement dont on dispose, quoi. Voilà, pas du choix de cas, mais plutôt des vitesses d'exécution et autres, quoi. Donc, cet argument considère que c'est un compromis, une moyenne entre les deux. Mais toujours comprendre que on ne peut pas dire que tel est plus efficace que l'autre, tout dépend de là où on l'utilise. D'accord? Très bien. Maintenant, pour le restant, il y a d'autres algorithmes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Juste, de toute façon, ce sont les trois premiers qui sont implémentés. Les programmes sont disponibles. On va exécuter pour voir. Bon, c'est juste là pour votre information, pour votre, voilà. Vous compreniez qu'en dehors de ces trois algorithmes, il en existe d'autres, comme le factoring. Le factoring, c'est quoi? Quand les allocations des itérations au processeur se déroulent en phase. Donc là, on a une allocation en phase. Durant chaque phase, seule une part des itérations, généralement la moitié, est répartie équitablement entre les processeurs disponibles. Donc ici, par exemple, entre Mariam, si c'était 32, on va diviser, on prend 16. Donc on aura la première phase, on va distribuer les 16 pour observer le comportement des deux, quoi. D'accord? Lorsque les temps d'exécution des itérations varient substantiellement, cet algorithme réalise un meilleur équilibrage des charges que le guided self-steering. En plus, son coût de synchronisation n'est que légèrement plus élevé que celui de... Voilà. Donc là aussi, c'est une stratégie à déployer, hein. Donc voilà. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour ne pas vous embrouiller, mais comprendre que ça existe. Voilà. Mais on ne va pas l'utiliser pour le moment, quoi. Le tapering aussi, cet algorithme est utilisé dans le cadre des itérations irrégulières où le temps d'exécution varie largement et sont imprédictibles. Voilà, là, c'est vraiment dans des configurations où voilà, on sera obligé d'utiliser, quoi. Mais pour le moment, les cas qu'on va aborder, c'est des cas relativement simples. Donc, qui ne nécessitent pas l'utilisation de ces algorithmes. Donc, il estime le temps moyen et la variance des temps d'itération pour choisir une portion d'itération qui limite le déséquilibre de charge. Bon, vous avez le trapézoïde self-scheduling. Cet algorithme tente de réduire le besoin en synchronisation en maintenant toujours un équilibrage raisonnable. Vous voyez, vous remarquez tout le temps, il y a coût de synchronisation et équilibrage de charge. Donc vraiment, ces notions-là, il faut trouver une balance, quoi, juste entre ces deux. Il alloue de grandes portions d'itération au premier processeur et successivement de petites portions. OK? C'est comme tout à l'heure, le guide, quoi. On prend les grandes portions, ensuite les petites. Au dernier processeur, la première portion a pour taille n sur 2p. Donc ici, c'est n sur 2p. Et les portions consécutives différentes de n sur 8p au carré, itération. La différence des portions consécutives est toujours une constante alors qu'elle est une fonction décroissante dans le guide self et le factoring. Voilà. Voilà. Donc ces algorithmes, je n'insiste pas dessus, c'est juste pour que vous sachiez ça existe. Donc j'insiste plus sur les trois premiers. Donc on aura plus besoin pour le moment, quoi. Après, derrière, si vous êtes curieux, vous pouvez aller approfondir pour les trois derniers algorithmes, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Donc, l'idée de ce chapitre, c'est d'un peu retenir les trois premiers, le statique, le self et le guide du self-steering, et de voir dans quelle situation utiliser l'un ou l'autre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Est-ce que c'est clair? Oui? La self. Il y a le self et le guide du self-steering. Ça. Le dernier. Trapézoïde. OK. Bon, moi, ce que je vous conseille pour l'instant, vous ignorez ça. Je ignore ça. Je ne veux pas vous embrouiller. Vous savez, ça, je disais que les trois là, vous faites le focus sur ces trois algorithmes. D'accord? Maintenant, ces trois-là, je les ai évoqués juste pour que vous sachiez qu'il y a d'autres qui existent. Mais pour le moment, ne faites pas trop focus sur ces trois derniers. Mais juste que vous sachiez que ça existe, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle dans l'explication, je ne suis pas entré trop en détail, quoi. On est d'accord, hein? Voilà, de toute façon,
Les trois premiers, ils ont leur... Je vais montrer leur... On va exécuter leur programme et vous voyez comment ça se comporte, quoi. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va venir ici dans schedule. Donc, vous voyez, on a le static scheduling. Donc, le programme est là. Donc, si vous voulez, on passe en revue l'algorithme. Ok. Après, si vous comprenez l'essentiel, après, voilà. Pas de souci, là. Donc, vous avez le self-scheduling qui est là. Vous avez le guide self-scheduling qui est là. Voilà, ce sont des programmes tout faits. Après, derrière vous, vous les invoquez. Donc, vous appelez le programme et la méthode. Voilà, et puis vous faites le job, quoi. D'accord? Donc, si vous voulez, j'explique un tout petit peu comment ça marche. Parce qu'avec le... pour le static scheduling, vous voyez le start loop, le cure loop, le end loop et le nim thread. Donc, le start loop, je vous disais tout le temps que quand on raisonne en termes de partition, il faut toujours l'index de début et l'index de fin. Vous voyez, le start loop, end loop. OK? Maintenant, le cure loop, c'est le curseur. C'est lui qui va se déplacer pour couper. C'est comme si, par exemple, moi j'ai un gâteau, ou je ne sais pas moi, un ruban que je veux couper. Donc, je prends le ciseau. Donc, je détermine la longueur, les différentes longueurs à couper. Après, c'est le ciseau qui se déplace pour couper. Donc, le cure loop, c'est un peu ça, quoi. Donc, quand il finit, il se déplace pour couper, ensuite il se déplace. Donc, le cure loop se déplace. Donc, à chaque fois, pour déterminer, on peut avoir entre le start loop et le end loop. Donc, l'index de début et l'index de fin. Maintenant, le loop range, c'est un type qui est défini, qui contient start et end. Si vous vous souvenez, dans notre programme de calcul jeune, on avait, si je ne m'abuse, voilà, le task là à l'intérieur. Il y avait index début, index fin. On l'avait mis dans le task. Donc ici, on définit carrément notre type loop range. Bon, ça c'est un nom que nous-mêmes nous donnons. On pouvait appeler autre chose. D'accord. Donc, mais à l'intérieur, ce qui est important, c'est que start et end sont encapsulés dans la classe loop range. Donc, si bien que tout loop range, ou bien loop range, tout intervalle a un index de début et un index de fin. Ou bien toute partition a un index de début et un index de fin. Après, vous voyez le step, c'est le pas. C'était notre fameux P là, si vous vous souvenez. Le step, c'est le pas, quoi. Donc, c'était notre fameux P. Vous voyez quand on avait mis ça. OK. Ensuite, vous avez le modulo, le fameux modulo que vous avez utilisé. Le reste, si vous vous souvenez. Donc, tout ça, tout ce qu'on a évoqué, en principe, revient ici, quoi. Après, vous avez le constructeur hein, qui prend en paramètre le start loop, le end loop et le nim thread. Donc, nim thread, c'est le nombre de threads, donc ceux qui sont chargés d'exécuter. D'accord? C'est comme tout à l'heure dans le choix de Mamdiar et l'autre. Donc, on pouvait dire que nim thread, c'est 2, parce que ce sont ces deux entités-là qui doivent faire le job. Okay? Donc, à chaque fois, il faut savoir, les partitions qu'on fait, c'est combien de, à qui sont dédiées ces partitions. Est-ce que c'est 2 threads qui travaillent, ou 3, ou 4, ou 5, etc. Il faut déterminer ça. OK? Nous permet de faire la division. Alors, vous avez le nim itération qui est égal à n loop moins start loop plus 1. Donc, à chaque fois que vous avez une partition, pour savoir le nombre d'éléments, en tout cas un intervalle où les bornes inférieures et les bornes supérieures sont incluses, quand on veut savoir le nombre d'éléments dans cet intervalle, on met la borne supérieure moins la borne inférieure plus 1. Donc, tout comme quand on fait notre for int égale à 0, inférieur égal à n, parce qu'on a mis inférieur égal. Donc 0 et n sont inclus dans la boucle. Dans ce cas, pour savoir le nombre d'itérations, on va faire n moins 0 plus 1. Donc index départ moins index fin moins index départ plus 1. Donc c'est le nombre d'itérations. Donc c'est ce nombre. C'est comme quand moi je dis, je veux calculer de 1 à 16. Ça veut dire que moi, mon nombre d'éléments, je vais itérer for int égale 1 jusqu'à 16. Donc mon nombre d'éléments, c'est 16. Donc mon nombre d'itérations, c'est 16. Il faut que je le cherche au départ. Parce que ce sont ces nombres d'itérations que je vais diviser par le nombre de threads. D'accord? Voilà. Donc, n loop moins position. Cure loop, je disais au départ, c'est le curseur. D'accord? Le couteau qui va permettre de couper le ruban. Donc, pour couper un ruban, il faut savoir délimiter au départ l'intervalle, quoi. D'accord?
Voilà, donc le curl au départ start loop moins 1. Après, on initialise les variables. Non? Donc 10 points start loop égal, ça c'est pas nouveau. Parce que ces variables sont là, dans le constructeur. Quoi. Ensuite, step. Ce qui est important ici, c'est step. C'est num iteration divisé par num thread. Vous voyez ici, on avait notre fameux P qui est égal à N. N, c'est le num itération. Num thread. OK? Vous voyez? Donc, num itération, num thread. Le modulo, vous voyez, notre fameux modulo, tout à l'heure on avait mis R, num itération modulo, num thread. On le retrouve ici. Donc là, dans le constructeur, on fait tout ça. Après, une fois, loop get range. Maintenant, loop get range, c'est le processus, le fait d'aller récupérer les ranges. C'est comme tout à l'heure, quand Mme Diara et l'autre se présentent, Mariama, devant le bureau du prof. Donc, ils vont venir pour récupérer leur partition. C'est le loop get range. Donc, c'est une procédure, une méthode. Mais attention, le mot synchronize a son sens. De toute façon, on verra plus en détail l'importance de la synchronisation avec le mot les synchronize. Okay? On va aborder soit au niveau du chapitre threading, donc les synchronisations. Donc on verra l'utilité du mot les synchronize. Donc il y a une synchronisation de type exclusion mutuelle. Parce que je vous avais dit, le professeur n'autorise pas que les deux, Mariama et l'autre, soient exactement dans la même salle. Donc il y a une exclusion mutuelle. Il n'y a qu'un ou bien une qui va rentrer dans la salle. D'accord? Donc ça veut dire que l'accès à la salle est protégé. Parce qu'une méthode nous permet d'accéder à des données. C'est ça le rôle d'une méthode. C'est de nous permettre d'accéder à des données. Donc ici, la méthode LoopGen nous permet d'accéder aux données, en l'occurrence, aux différentes partitions. Mais cette méthode d'accès-là, il faut la protéger pour éviter que quand les deux rentrent et se disputent. Donc si on laissait Mariama et l'autre récupérer, ils peuvent rentrer et se disputer une partition. Et là, il y a des problèmes. Alors qu'ils ne doivent pas disputer, ça doit être vraiment transparent, se disputer des partitions. D'accord? Donc l'un vient à la suite de l'autre. Maintenant, on dit quand le couteau qui coupe le ruban atteint la fin du ruban, voilà, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on a un ruban, on peut couper en plusieurs parties. Donc le couteau coupe, il se déplace, il coupe. Maintenant, si le couteau atteint la fin du ruban, ça veut dire qu'on retourne. Maintenant, si, comment on appelle, Mariama et l'autre se présentent, ils voient qu'il n'y a plus de partition, ils vont retourner et terminer leur job. Parce qu'il n'y a plus de partition à prendre. Donc, c'est le sens de ces instructions. Donc, on déclare loop range ici. Donc, je vous disais range. Donc, c'est un objet qui contient stat et n. Donc, range.stat est initialisé à curl plus 1. Donc, vous voyez, comme j'avais dit, on avait dit la dernière fois, à chaque fois, l'index de début d'un thread suivant, c'est généralement l'index de fin plus 1. Vous voyez ici, tout ça là, c'est ce qu'on l'avait fait. Hein. Vous voyez, on a une fois un plus 1, le plus 1 là. On récupère à chaque fois l'index de fin. Hein, l'index de fin précédente plus 1. Donc, exactement, c'est ce qu'on a implanté ici. Maintenant, le court loop, c'est ça plus step. Step, c'est le fameux P qu'on avait ajouté. Si vous vous rappelez très bien, on disait que pour l'index de fin, il fallait prendre l'index de début plus step. Plus P, quoi, ce qu'on avait fait. Après, derrière, ici, maintenant, modulo supérieur à 0. Dans la configuration où, quand on divise le nombre d'itérations par le nombre de threads, il y a un reste. Ça veut dire que quand on dit modulo supérieur à 0, ça veut dire que dans la division, il y a un reste. D'accord? Souvenez-vous, quand on faisait le TP, le reste là, on l'avait affecté à un seul thread. Dans l'exemple qu'on avait donné, le reste, on l'avait affecté par exemple à Mariam. Mais ici, comme tout à l'heure, Mme Diara avait posé une question, ici, on peut décider d'être le plus équitable possible. Au lieu d'affecter tout le reste à un seul thread, on dit que ce reste-là, on va subdiviser entre les différents threads. Autant que faire se peut, quoi. C'est-à-dire, s'il y a 3 threads et que le reste est 2, au lieu d'affecter le reste au dernier thread, on va se dire non. Il y aura un tout petit peu de déséquilibre. Donc, nous, ce qu'on va dire, les deux éléments qui restent, on va donner un au premier thread et un autre au deuxième thread. Donc, si bien que on a réparti et qu'il n'y a pas une grosse différence entre les différentes parts. C'est ça qu'on
une inter. Si on dit que supérieur à 0, on fait cure loop plus 1, le modulo, on diminue. Parce que quand dans le reste, on affecte un nombre, à chaque fois, il faut diminuer. Il y avait deux éléments qui restent. On a donné un élément qui reste à l'étudiant au thread 1. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus deux éléments, il reste un élément. OK. Voilà, après, pour la fin, on dit que c'est cure loop. Donc, si cure loop est inférieur à n loop, donc on reçoit cure loop. Mais si cure loop, ça veut dire que si le ciseau atteint la fin du ruban, on prend n loop. D'accord, voilà. Et on retourne au range. Voilà, donc l'algorithme, c'est ça. Maintenant, tout ce qu'on a fait là, nous, on l'avait vu quand on traitait le programme parallèle de calcul de pi. Sauf qu'ici, on l'a fait dans un algorithme plus structuré et qui va nous permettre de faire juste appel à la méthode qui va être plus simple et qui gère tous les cas de figure. Selon que dans l'itération, on démarre par 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et que le nombre d'itérations, que ce soit divisible ou non divisible, là, il n'y a pas de souci. D'accord? OK. Pour le self-scaling, donc, voyez, pour le self-scaling, on déclare le stat loop, le end loop, le cure loop, le end loop. Bon, ici, ça ne change pas. Oui. Le cure loop. Bon, le cube loop, c'est juste le curseur qui se déplace. Par exemple, le cure loop, il dit, par exemple, dans l'exemple, je dis, Mariam et Mamdiar se présentent dans le bureau du prof. Maintenant, il y a la grande partition qui est là. Donc, soit on peut dire que vous-même, vous choisissez, vous coupez les partitions. La partition, c'est de 1, la grande partition. Donc, j'ai un intervalle de 1 à 16. Tu rentres dans la salle, tu prends le couteau. D'accord? Couteau, il faut comprendre quoi. Donc, que pour délimiter, on te dit que très bien, toi, tu trouves dans la salle une partition de 16 éléments. Mais toi, tu vas, ou bien un ruban qui a 16 mètres, pour faire pliquer quoi. Un ruban qui a 16 mètres. On te dit de couper juste les 8 premiers mètres, la moitié quoi. Tu prends le couteau, tu sais qu'au départ, tu as 0 mètre, tu mesures jusqu'à 8 mètres. Tu coupes. Après, tu laisses, quand tu coupes, tu laisses le couteau là-bas. Ça veut dire que ton cure loop, tu avais commencé par le début du ruban, une fois que tu as coupé, tu as déplacé ton couteau pour pointer sur 17, à partir de 17 cm. Donc l'autre va prendre 17 cm à 32 cm, il va couper. Donc si maintenant, s'il coupe jusqu'à 32, 16, 8, 16, oui, jusqu'à 16 cm, donc il va prendre de 9 à 16, il sait qu'il a fini le ruban. Donc ça veut dire que le couteau, on n'en a plus besoin pour couper. Voilà, donc je prends l'exemple, c'est juste qu'on pointe. Maintenant, dans les partitions, toi, puisque tu récupères des nombres, tu récupères le nombre de 1 à 8. D'accord? Donc, on pointe. C'est un indicateur pour dire que quand l'autre va venir, il va prendre à partir de 8. C'est un indicateur, quoi. Il va prendre à partir de 8 jusqu'à 16. Donc, si lui, il se déplace, quoi. Donc, et puis, c'est ça qui va nous permettre. Par exemple, toi, tu avais pris les nombres de 1, on va dire à 8. D'accord? Lui, quand il va venir, il va prendre ton index de fin, il va se déplacer de 1. Ton index de fin plus 1. Il fait un pas de 1, il faut qu'il se déplace. D'accord? Parce que tu as pris de 1 à 8. Donc lui, elle va prendre de 8 plus 1 qui est 9. Ensuite, à 16. Donc c'est juste une variable là. Voilà, donc, mais de toute façon, après, quand vous exécutez, dans l'exécution, ce qui est important, parce que vous voyez, cette méthode-là renvoie un loop range. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Un range. Maintenant, dans le range, il y a quoi? Start F1. Ce dont vous avez besoin, c'est juste ça. Vous faites appel à cette méthode. Vous lui donnez plutôt la grande partition, le début de la grande partition, la fin de la grande partition. Lui, il va charger de couper. Vous dites que vous faites du static scaling. Il va vous renvoyer la partition 1, et la partition 2. Et pour chaque partition, il se dit que partition 1.stat, c'est temps. Partition 2.stat. Partition point 1, point n, c'est ça. Après, il te dit que partition 2.stat, c'est ça. Partition 2.n, c'est ça. On le verra dans l'exécution. D'accord?
J'ai répondu à ta question. Hein? Ok, très bien. Maintenant, on enchaîne sur le self-scheduling. C'est à peu près dans le même principe. Hein? Donc, il faut juste comprendre qu'ici, on a pris le modulo. Le modulo a disparu. On a le step. Le step, c'est le pas. Maintenant, ici, il y avait ce qu'on appelle le choix du cas. Dans le self-scheduling, on avait dit que maintenant, le cas est remplacé par le group size ici. Le group size. Maintenant, on le fait dans ce qu'on appelle dans le constructeur. Le group size, c'est remplace le cas. Parce que dans le group size, on détermine le nombre d'itérations que nous voulons. C'est à nous de déterminer. Hein. On dit que nous, dans nos partitions, on décide que nos partitions contiennent tant d'éléments. C'est nous qui le décidons. Donc, c'est des paramètres sur lesquels on peut agir pour déterminer la performance de notre programme. Très bien. Là, on dit, comme tout à l'heure, que le loop, c'est start loop moins 1. Ça, on initialise rien de nouveau. Ce qui change, c'est le step. Donc, ici, les pas, c'est par group size. Parce que souvenez-vous, dans le static scheduling, le pas, c'était, on prend une grosse partition, on divise. Par exemple, si on a 16 éléments dans ma grande partition, quand je divise par 2, chaque partition aura 8. Alors qu'ici, on ne va pas raisonner comme ça. On va dire que moi, comme j'ai une grande partition de 16 éléments, je vais découper en des partitions de 2 éléments. Ça veut dire que mon cas ou bien mon groupe size est égal à 2. Maintenant, après, au départ, je pointe à 0, mon fameux couteau là pour couper les partitions. Au départ, je commence à 0. Maintenant, la première partition que j'ai coupée, ou bien je commence par 1, ça va être 1, 2, je coupe. Donc, ça va être le court loop, après se présente au niveau de 1, 2. Ensuite, fait plus 1 pour commencer la deuxième partition. Ensuite, coupe la deuxième partition qui est égale à 3, 4. Se déplace de 1 pour couper la troisième, quatrième, etc. Donc, c'est le principe. Quoi. OK, voilà. Après, on appelle la méthode get loop branch. Voilà. Donc, ça veut dire que cette méthode-là, l'appel est synchronisé. Et on vous dit qu'à chaque fois qu'il y a une synchronisation dans une méthode, il y a un coût, le coût de synchronisation. Maintenant, cette synchronisation va permettre de protéger les données. Parce que ça, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir de grandes surprises. Parce que si vous ne mettez pas ce mot-clé-là, derrière, quand les threads vont aller chercher leur partition, vous verrez des choses très bizarres. Parce que ce n'est pas ordonné. Alors que l'accès, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas que le prof autorise les différents étudiants, les 2 étudiants à rentrer comme ils le veulent, ou bien suivant le nombre d'étudiants. Il faut que ça soit ordonné et qu'il y ait une exclusion mutuelle, c'est-à-dire en un instant donné, il n'y a qu'un seul qui peut accéder à la méthode, qui peut accéder à la salle. Ici aussi, pareil, hein, cette méthode retourne en loop range. Donc, ça veut dire que ce qu'il va retourner seront des partitions qui auront des index de début et des index de fin. Ce qui est important ici. Donc, pour le gars du self-scheduling, comme on avait dit, hein, presque pareil. Hein, donc, ici, la différence, c'est qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Que, vous voyez, au départ, on a le step, c'est ça. On avait dit, à chaque fois, c'est un loop moins cure loop. Étant donné que cure loop, là, on sait que ça varie. Donc, à chaque fois, le end loop, c'est le dernier. Comme tout à l'heure, on avait dit, quand je voulais distribuer 32, donc je prends 32 que je divise par 2, s'il y a 2 éléments, NIMSRET, ou bien s'il y a 3 éléments que je divise par 3. Ensuite, pour le prochain, je fais la différence tout le temps entre la fin, le nombre d'itérations, end loop 32, moins la première partition, ou bien la partition précédente qui a été coupée. Après, je prends le reste de ça, que je divise par NIMSRET, ainsi de suite. Voilà, c'est comme j'ai expliqué. Maintenant, lorsque le step est supérieur à min size, on prend le step. Maintenant, si c'est inférieur au min size, voilà, min size, ce qu'il faut comprendre. On dit que dans ce process-là, on dit qu'on va couper en des partitions. Mais on dit que les partitions, parce que vous vous rendez compte, au fur et à mesure, les partitions sont petites. Mais on se dit que très bien, dans la manière de couper, dès que la partition minimale, on considère que c'est 4. Donc, à part de 4, on ne peut plus découper. À part de 4, on ne peut plus découper. Parce que sinon, on se retrouve avec des partitions qui sont trop petites. Donc, c'est le min size, quoi. On choisit. Après, derrière aussi, le min size, vous aussi, vous pouvez le choisir. Donc, vous voyez, dans le constructeur, c'est à vous de choisir. Parce que tout ça aussi, ça a un impact sur. Parce que plus le min size est petit, plus vous avez plus de partitions. Et plus il y a un coût en termes de synchronisation, même si derrière, il y a plus d'équilibrage de charge. Donc, maintenant, après, ici, pareil, hein, c'est une méthode qui est synchronisée.
Donc, pour ne pas commencer à étonner d'avoir des résultats qui sont bizarres. Voilà, donc, c'est une méthode qui est synchronisée, protégée. Et puis derrière, ça retourne, comme j'ai dit, à des partitions avec des ranges, des partitions avec des stats et des n. D'accord? Index de fin et index de début, index de fin. Voilà, donc de manière un peu, voilà un peu la structure de l'algorithme. Après ces algorithmes, c'est à vous comment appeler les fonctions, c'est déjà prêt. Voilà, donc nous, on va faire on va exécuter pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Donc je viens dans mon programme main. Alors dans mon programme main, je prends par exemple start loop. Donc, start loop, ça veut dire que c'est l'index de début qui est égal à 1. Je prends l'index de fin qui est égal à 101. Je prends nim_select qui est égal à 4. Je prends group size 47, min size 25. Maintenant, je vais utiliser dans un premier temps l'algorithme du static scheduling dans un premier temps. Donc, puisque l'algorithme c'est un programme, une classe, donc je déclare la classe static scheduling. Donc, je l'appelle ainsi. Je dis que c'est new static scheduling start loop and loop. Donc, c'est juste les paramètres du constructeur nim_select que j'invoque. On l'a vu tout à l'heure. Je déclare un range que je vais retourner, que j'appelle static scheduling. Parce que souvenez-vous, dans static scheduling, j'avais déclaré une classe de type, voilà, une classe range. D'accord, c'est loop range. Donc, loop range. OK. Alors, système point, à l'issue du partitionnement de la partition start loop and loop, donc, en nim_select partition, par l'algorithme de static scheduling, nous obtenons les partitions suivantes. D'accord? Je dis while range.static scheduling.goodRange différent de 0, de nul plutôt. Parce que quand, dans la méthode, quand ça renvoie à nul, dans la méthode d'accès aux partitions, quand ça atteint nul, ça veut dire qu'on ne peut plus récupérer, quoi. Voilà, donc quand ça atteint nul, donc on sort de la boucle while, on ne peut plus récupérer. Maintenant, tant que ça n'atteint pas nul, on a la possibilité de récupérer un range et d'afficher range.stat et range.n. OK, et d'afficher l'intervalle si on veut. Donc, tant qu'on n'a pas atteint la fin de la partition. OK. Ensuite, on fait de même pour self-scheduling. On initialise. OK. Ensuite, ici, il faut mettre group size. Donc, group size, nous, on l'avait défini ici. Donc, c'est un ensemble tableau de 101 éléments. Donc, on définit que c'est des group size de. Donc, c'est les cas égales à 47, par exemple. On peut prendre cas égal à 50, bien cas égal à 10, cas égal à 2. Bon, ça dépend, quoi. OK. Donc, on fait pareil aussi ici. Hein. Donc, on va aller utiliser cette méthode, loop_getRange. Ici aussi, si ça atteint nul, ça veut dire qu'il n'y a plus de partition à récupérer. Dans ce cas, on sort de la boucle. D'accord. Voilà. À chaque fois qu'on accède à la méthode, il peut retourner un point stat. Donc ici, on appelle range 1, point stat, range 1, point n. On met sous forme d'intervalle. Voilà. Donc, alors, ici aussi, pour le guide self-scheduling, on fait pareil. Hein. Guide itself, sauf que ici, dans le constructeur, il faut faire appel à min size. Min size, c'est la taille minimale au-delà, en deçà de laquelle on ne peut plus avoir des partitions qui sont plus petites, quoi. Ici, pareil, hein, on fait appel à la fonction qui renvoie un range. Donc, le range, le type, c'est qu'il encapsule le start et le n. Donc, pour le range, on peut afficher début F1. OK, je vais prendre plus simple. On va prendre comme l'exemple de tout à l'heure, 1 à 16. Donc, dans l'exemple, c'est 1 à 16. J'ai choisi deux étudiants, Mariam et Mamdiara. Donc, nim_select égale 2. 1 à 16. Donc, j'ai ma partition qui contient 16 éléments, d'accord? Parce que je vais faire la somme de 1 à 16. Alors,
Donc, group size, dans le self-scheduling, je considère que c'est des partitions de 2 éléments, si je veux. Maintenant, min size, je dis que c'est des partitions qui vont pas une taille minimale de 1 ou 2, comme je veux. Ok. Maintenant, si je fais ça, j'exécute, on va observer les résultats qu'on va obtenir pour voir est-ce que c'est bon ou pas. J'exécute. Très bien. Alors, là, on dit à l'issue du partitionnement de la partition 1.16, ouais, c'est la grande partition 1.16. Parce qu'ici, souvenez-vous bien, on a pris stade loop 1 et loop 16. Vraiment, c'est la grande partition. D'accord. Alors, on poursuit. OK. En 2 partitions. Parce que 2, pourquoi 2? Pourquoi 2? Parce que, voilà, vous voyez, Nimsret. Dans l'exemple, entre Mariama et l'autre, dans le statique scheduling, ils sont 2. Elles sont 2. Donc, ma partition, je divise par 2 pour voir de combien disposeront l'une ou l'autre. Très bien. Donc, vous voyez, nous obtenons les partitions suivantes. 2 points. Donc, pour la première partition, ça renvoie comme index de début 1, index de fin 8. Donc, la partition, c'est 1, 8. Donc, tout à l'heure, on avait dit que Mariam ou l'autre, ou Mamdiara, donc la première va récupérer 1 à 8. La seconde va récupérer de 9 à 16. Donc là, ça veut dire que, en tout cas, ça, c'est dans la configuration, on a le static scheduling. D'accord? Le static scheduling. Static scheduling, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si on va dans le self-scheduling, on obtient autre chose. Parce que dans le self-scheduling, on avait dit qu'on a des partitions de taille égale à 2. Parce que notre choix de cas porte sur, on dit que K égale à 2. Dans ce cas, on aura un 2, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, Mariam ou l'autre qui entre en première, on a la partition 1, 2. Le suivant, la partition 3, 4. La suivante, 5, 6. La suivante, 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14. Enfin, 15, 16. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a combien de partitions? 1. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 partitions. Alors que ici, dans le static scheduling, on n'avait que 2 partitions. Vous voyez ce que je vous disais? Parce que je vous ai dit que dans le self-scheduling, le premier ou bien la première qui va arriver, Mariam ou l'autre, il va venir récupérer cette partition, retourner dans sa salle, faire le calcul. Donc ça veut dire qu'il a fait son premier aller-retour. L'autre aussi va faire, Mamdiara va faire, récupérer le 3, 4, retourner dans sa salle, faire le calcul. Donc elle aussi, elle fait son premier aller-retour. Ensuite, quand Mariam aura terminé, elle vient récupérer 5, 6, retourner à sa salle, faire le calcul. Mamdiara en fait de même. Vous voyez ici, puisqu'il y a plus de partitions, il y a plus d'aller-retour. Ici, il y a moins de partitions, il y a moins d'aller-retour. Et si on prend pour l'algorithme qu'on appelle du guide self-scheduling, vous voyez, ici on a 1, 2, 3, 4. Donc pour le guide self-scheduling, on a 4 partitions. Donc ça veut dire que le nombre de partitions, vous voyez ici on a 2, ici on a 8. Donc le nombre c'est entre ici et ici. Donc ça veut dire que cet algorithme-là, à chaque fois vraiment essaie de trouver un compromis entre les deux, quoi. Donc, et si vous voyez très bien, la première partition, comme j'avais dit, la première partition, vous voyez, la taille, c'est, il y a 8 éléments. Donc, ça veut dire que la première partition est la plus grande. Ensuite, la deuxième partition, c'est de 9 à 12. Donc, elle contient que 3 éléments. Ensuite, la quatrième partition ne contient que, plutôt la troisième partition ne contient que 2 éléments. Enfin, la dernière contient 2 éléments. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans l'ordre décroissant. Ce qu'on avait expliqué, quoi. Voilà, donc là, avec l'émission, ça va permettre de voir plus en détail
d'accord, de manière plus, voilà. Comment se déroule l'exécution de ces stratégies. Donc, après, derrière, si vous voulez, on peut faire varier. Hein. Donc, on avait pris pour, si vous voulez, dans notre qui, on avait pris 1 milliard. Ce qu'on avait fait dans le code parallèle de calcul depuis, on avait pris 1 milliard. On peut vérifier ici. Hein. Donc, si on prend, si on répartit sur 4 threads, on ne va pas faire des groupes size de 2. Si vous mettez des groupes size 2, vous aurez énormément de partitions. Donc, on va dire que nous, on va avoir des partitions de l'ordre de 1 million. Donc, chaque partition aura comme taille 1 million d'éléments. Parce qu'on raisonne en termes de milliards ici. D'accord? Donc, ensuite, min size, dans la taille des partitions, on peut dire que c'est 500 000 ou bien 200 000. C'est vraiment pour le guide self-scaling. Très bien. Après, on peut exécuter pour voir ce qu'on avait fait avec le code parallèle. Calcul de pi. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de... Alors, vous voyez pour la première, qu'est-ce qu'on avait fait? On peut toujours vérifier. Vous savez, on retrouve notre fameux 1 250 millions. Vous avez vu? Ensuite, de 250 millions à 500 millions. De 500 millions à 750 millions. Enfin, de 750 millions à 1 milliard. Ça, nous tous, on l'avait fait ensemble. Parce que nous, ce qu'on a fait jusqu'ici, dans notre programme parallèle de calcul de pi, on utilisait juste le static scaling. Donc, la partition statique. Maintenant, en utilisant l'algorithme, on se rend compte que ce qu'on trouve, vraiment, c'est ce qu'on avait retrouvé au départ. Donc ça vérifie un peu la véracité de cet algorithme. Alors, pour qu'on appelle le self-scaling, vous voyez, puisque nous, on a pris des partitions de... on a pris des partitions de 10 minutes de combien? Voilà, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de partitions. Parce que si on prend des partitions de taille égale à 10 millions, on se retrouve avec 1000 partitions. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle vous avez énormément de partitions. D'accord? Parce qu'on a une partition totale, une grande partition qui a 1 milliard d'éléments. On va découper en des partitions de 1 million. Donc forcément, c'est 1 milliard divisé par 1 million. Ça nous donne 1000 partitions. Bon, c'est bien 1000 partitions, mais après, derrière, il y aura beaucoup d'allers-retours. Donc 1000 partitions à chaque fois. Quand on a besoin d'une partition, on vient dans le bureau du prof, on récupère, etc. C'est dans l'exemple de l'image du prof et des étudiants. Quoi. Maintenant, dans le cadre des multithreading, le thread va aller récupérer une partition. Donc, à chaque fois qu'il exécute la méthode pour récupérer, c'est un coût de synchronisation. Donc, ouais. Maintenant, si on en vient à l'autre, le guide self-scheduling, n'excédant pas 200. Donc, vous voyez ici, on a pris le soin vraiment de dire que le minimal n'excède pas 200 millions. C'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de partitions. Parce qu'on a combien de partitions? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc la première partition, comme j'ai dit, c'est la partition la plus grande, 1 à 250 millions. Après le reste, 250 millions à 450 millions. 150 millions à 650 millions, etc. Ok. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, donc si vous avez compris, nous, ce qu'on va faire, on peut voir, maintenant, une fois qu'on l'a fait, on peut voir, nous, comment on va faire appel à nos partitions dans notre programme. Parce que tout jusqu'ici, les tests qu'on a fait, les algorithmes sont exécutés dans la méthode main.
Maintenant, on peut voir dans la configuration du programme parallèle comment est-ce que chaque thread va aller récupérer, comment chaque thread va aller récupérer comment on appelle l'algorithme. Donc, on va commencer. Par exemple, ici, je vais dire, on va mettre parallèle, je vais copier ce programme, on va l'appliquer pour voir ce que ça donne. Bon, je vais l'appeler programme calcul static, comme static scheduling, hein? Static scheduling. Ok, ici, ce qu'on va faire, on va essayer de faire appel à l'algorithme du static scheduling dans la répartition des itérations. Okay? Alors, si vous voyez très bien ici, on avait comment on appelle, nous, dans la manière, c'est comme ça qu'on définissait nos tâches. Mais là, c'est le treatment. Vous voyez, tout ce qui s'exécute ici, c'est le treatment qui l'exécute. C'est le treatment qui faisait les répartitions. Maintenant, avec les algorithmes, ce sont les threads eux-mêmes qui vont aller récupérer eux-mêmes. Ce n'est pas le thread même qui le fait, mais eux-mêmes qui vont aller récupérer leur partition. Donc, et on sait que les threads, ils ne s'exécutent pas ici. Toutes les instructions que vous faites à partir d'ici, vous voyez, dès que le main démarre, tout ce qui se fait ici, c'est ce thread-là qui l'exécute, le thread principal. C'est cette procédure qui l'exécute. Tout ça que vous voyez là. Tout ça. Donc, tout ça, c'est le thread main qui le fait. D'accord? Maintenant, juste après, comment on appelle, le stade, il est où encore? Voilà. Maintenant, à partir d'ici, il n'y a qu'à ce niveau où, quand on met strat array stat, ça veut dire que c'est le strat principal qui va lancer. Mais, une fois que le strat principal a lancé les threads, je vous avais dit, il y a des synchronisations join. Le thread principal va rester bloqué à ne rien faire en attendant que les différents threads terminent. Maintenant, le thread, quand on dit array stat, cette fonction-là va exécuter ce qui se trouve ici, dans le public void. C'est les threads qui exécutent les public void. Donc, ça veut dire que chaque thread va récupérer son index de début et son index de fin pour faire le calcul. OK? Alors que si dans la configuration qu'on utilise, nous, on prenait le soin, on fournissait aux différentes tâches, aux différentes tasks leurs paramètres, index de début, index de fin, de manière statique. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est à partir d'ici que le thread va aller récupérer. On va faire, on déclare ce qu'on appelle un loop range, schedule, bon, schedule point static schedule point loop range. On va déclarer un range ici. Parce que nous, ce qu'on veut, faire appel à la fonction loop get range et récupérer une partition. Donc, quand on récupère une partition, on a les index de début et les index de fin. OK. On va faire ça. Maintenant, on va mettre dans une boucle while. Est-ce que tout à l'heure, on a mis la boucle while ici? On va récupérer. Voilà. Vous voyez, le while là qu'on avait vu, on reprend ça. Parce qu'avec ce while là, c'est ce while là qui nous avait permis d'avoir les ranges. Ouais. À chaque fois, on affiche les ranges. Donc, c'est exactement la même chose. On récupère ça. Ensuite, on revient ici. On fait ça. Maintenant, le problème ici, c'est que le statique là, on a déclaré, comment on va le récupérer. Le static schedule. Le static, ici, on avait plutôt ici. Donc, le statique ici, où est-ce qu'on l'a déclaré?
ce qu'on avait fait. Donc, on le déclare à nouveau. Parce que là, il faut lui donner le... Il faut lui dire quel intervalle il va récupérer. D'accord? Donc, nous, si on déclare le statique, bien, on le met carrément... pour le moment, on le met ici. Alors, sachez que ici, bon, statique, il faut que je prenne ça. Parce que il faut que je mette ça. C'est dans un package. Donc, static schedule. Donc, je vais mettre ça. Alors, donc, start end. Bon, mon start et mon end, ici, je sais que c'est de 1 à n. Donc, je peux directement mettre 1. Mes paramètres, quoi. À grand N. OK. OK. Donc, alors, ça, puisque ça partage la tâche, moi, je vais sortir carrément et mettre dans le... on doit le mettre ici. Donc, je mets carrément ici. Comme ça, ce sera une variable visible d'ici. Voilà. Donc, statique, non statique. Donc, je déclare ici statique. Voilà. Alors là, ouais, n'oubliez pas que mon boucle est toujours là. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, tout ce cercle-là que j'ai fait, c'est juste pour dire au thread d'aller récupérer, d'aller accéder à la méthode loopGetRange. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Parce que je sais que si le thread va accéder à la méthode getRange, il va récupérer, tout comme ici, on a récupéré range.start.n et faire son job. D'accord? Donc, je fais ça. Après, derrière, au lieu d'avoir l'index de début et l'index de fin, j'en ai plus besoin. Parce que le loop range m'a résolu le problème. Donc, c'est le range maintenant qui va récupérer. Au lieu de mettre index début et index de fin, c'est le range qui va récupérer. Donc, je vais prendre voilà, range.start. Donc, si je remplace range.fin. End. OK. Maintenant, je sais que lorsque j'ai mon range.start.end, je sais que ça va itérer de range start à range end. D'accord? Là, il n'y a pas de souci. OK. Maintenant, après, derrière, est-ce que j'ai plus besoin de... Est-ce que j'ai plus besoin de définir le task? Parce que je sais que ici, j'ai plus besoin de redéfinir. Donc, je vais commenter mon task là. J'en ai plus besoin parce que je sais que j'ai un autre processus qui me permet, parce que ici, c'était via le constructeur task que j'ai créé. Maintenant, je ne crée plus à partir des constructeurs parce que le constructeur, c'est statique. Moi, je vais créer à partir de la méthode. Donc, si j'ai commenté ça, je fais ça. Donc, je commente. Donc, si je commente, après, derrière, ici, dans la création, donc, j'ai plus besoin de ça. Je vais commenter. J'ai plus besoin de mettre la tâche. Parce que la tâche, moi, maintenant, je l'ai définie à l'intérieur de mon... Voilà. Donc, c'est tout ce que je change, en principe. Donc, voilà. Vous voyez que souvent, l'utilisation de la méthode, donc on change, on fait quelques reconfigurations. Donc, on fait quelques remaniements. D'accord? Ça, je commente. Parce que je sais que je n'ai plus besoin. Donc, pour mes threads, je déclare new thread. Maintenant, je sais que task array, c'est new task. Et quand je sais que quand je lance un task, il va venir ici. OK? Derrière, même si je veux, ça, certainement que j'en ai plus besoin. Je peux, voilà, si je peux commenter.
j'essaie de commenter ça parce que le loop qui me permet vraiment de faire le job, quoi. J'en ai plus besoin. Parce que je sais que c'est le statique, le loop getRange qui me permet de récupérer les stats et les n. Donc moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est le double P. Donc, pour savoir que quand je récupère, quand je vais dans le bureau du prof, je récupère la partition, je fais le calcul, ensuite le résultat, je vais le rendre. Ici, c'est pi, quoi. Donc, je commente ici. Donc, je commente aussi ici dans la déclaration des task array. Donc, je mets des task array sans argument. D'accord? Parce que je sais qu'en exécutant, il va aller récupérer le contenu. Je trouve ici. D'accord? Donc, je sais que mon statique, mon algorithme, au départ, j'initialise mon static scheduling avec ses différentes valeurs. N limthread. D'accord? Parce que ici, je suis dans l'exemple, dans le cas du programme parallèle de calcul de pi, quoi. Et il me faut dire que moi, dans ma stratégie de répartition, je répartis sur combien de threads. Ou bien je fais l'exécution en utilisant combien de threads. Voilà. Maintenant, après, on va voir. Je sais que le nombre de threads, je l'initialise à 4. Après, on peut voir dans l'exécution. Si vous voulez, j'affiche aussi, ça permet d'avoir plus de visibilité. Je vais afficher, attendez, statique, c'est pas ça. C'est toujours bon aussi de voir les partitions dont chacun dispose, ça donne une idée de l'exécution qui est derrière. Okay, pour pouvoir comparer à ce qu'on avait fait nous au départ. Donc ici, c'était dans void run. Bah, ça est là. Donc, ça est là, on l'avait. Bon, moi, je vais exécuter parce que tant qu'on n'a pas exécuté et vérifié plutôt, on ne peut pas avancer grand-chose. Donc, j'exécute le programme parallèle de calcul de pi avec l'utilisation de la stratégie static scaling. J'exécute, on va prier. Donc, vous voyez déjà, il nous donne la répartition. C'est déjà pas mal. 1 à 250 millions. Maintenant, l'autre, c'est 250 millions à 500 millions, 500 millions à 700. Maintenant, vous voyez un peu l'ordre est un peu bouleversé. Ce n'est pas trop méchant parce que les threads sont, leur comportement est indéterministe. Donc, les threads ont des comportements indéterministes. On ne peut pas prévoir leur comportement. Alors, on va voir le temps d'exécution. Oui. Donc, leur algorithme marche. On a 3.14, etc. en 34 secondes. Donc, si, en comparaison, ici, dans le calcul de pi jeune qu'on avait fait, on va exécuter pour voir est-ce qu'on a la même valeur et à peu près le même temps d'exécution. Ok, on patiente. Donc, vous voyez 3,14, etc. c'est le même résultat avec à peu près le même temps. Donc, ça veut dire que nous, notre algorithme généralisé, en utilisant, parce que là, c'est le premier programme généralisé, mais si on a davantage généralisé, en utilisant des stratégies basées sur un algorithme qui est défini, le static scaling. Donc, vous voyez? Voilà, donc, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? On a fait on a remanié, parce qu'on sait qu'on n'a plus besoin d'index début, index fin. On en a plus besoin, parce qu'on sait qu'on a une méthode qui nous permet de le faire. Donc avant, on ne l'avait pas, parce qu'on l'avait fait de manière manuelle. Maintenant, on l'a. Donc, parce que c'est notre algorithme qui va aller récupérer index début, index fin. Donc, la raison pour laquelle on commande. Okay. Ici aussi, dans l'initialisation des threads, on avait besoin, pour chaque thread, de définir la tâche.
dont elle a besoin. Maintenant, pour chaque tâche, on lui donne les paramètres, quoi. Donc, c'est nous-mêmes qui disions que l'index de débit, c'est ça, l'index de fin, c'est ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'on sait qu'en faisant new task, quand je clique ici, me renvoie ici. Et je sais que quand j'ai new task, quand je lance le task, automatiquement, il va aller dans le run. Maintenant, dans le run, le thread va aller récupérer, accéder à la méthode loop getRange, qui lui renvoie un range. Et vous voyez, chaque range a un start et a un end, index de start, index de fin. Maintenant, je récupère, j'itère de l'index de start à l'index de end pour pouvoir utiliser ma routine. Donc, mon instruction pour calculer. Après, derrière, il y a les résultats qui sont renvoyés et qui sont fusionnés. Donc, vous voyez là, on a utilisé le cas avec le static scheduling. Donc, c'est pareil aussi pour le self-scheduling. Maintenant, si vous voulez, je vous laisse comme exercice. Donc, on a fait ensemble le static. Vous-même, vous allez faire le self-scheduling et le guide self-scheduling. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Donc, ça va vous servir d'exercice pour la prochaine fois. Et de grâce, faites-le. Essayez de le faire parce que vraiment, si vous le faites par vous-même, ça va vous aider, quoi. Voilà. Parce que tant qu'on n'essaie pas de faire, on croit maîtriser alors qu'on ne maîtrise pas. D'accord. De toute façon, après, je vous renvoie tout le code là, tout le projet là, avec tous les éléments. Donc, vous aurez les algorithmes qui se trouvent dans SQL. OK. Après, derrière, ce que vous faites, vous allez juste faire appel à schedule.guide yourself, etc. Comme j'ai fait avec le statique, hein, rien de compliqué. D'accord. Donc, on approche de l'heure de fin de la session. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Que j'ai perdu mon enregistrement. Est-ce que c'est bon? Je vous entends plus là. C'est bon? Ok, super. Bon, malheureusement, apparemment, j'ai perdu mon enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage de le perdre parce que heureusement, il est là. Je ne l'ai pas perdu. Heureusement, parce que après, je vous envoie ça. Et vraiment, ça va vous permettre de, voilà, vous mettez le dérouler la vidéo, vous suivez. Après, derrière, tout ce que vous n'avez pas compris, vous faites des pauses. Voilà. Maintenant, faire les enregistrements, ça aide beaucoup, quoi. Maintenant, voilà. Voilà. Comme j'ai dit, hein, vraiment, essayez de faire l'exercice sur le guide. Je vous enverrai le code source. Donc, le prochain cours, c'est prévu pour quand? Samedi, oui, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. Et bon, je vous dis, je vous souhaite très bon week-end à vous tous. Voilà. Et merci. Allez, au revoir.